Si vous vous êtes toujours demandé comment on faisait au Moyen-Âge pour construire des édifices complexes comme des châteaux ou des cathédrales sans les moyens actuels, eh bien on a un petit début de réponse avec des outils qui peuvent paraître tout à fait rudimentaires et qui en fait, comme le bâton par exemple, et la corde à 13 nœuds, bon bah c'est parti. Bienvenue dans le joli village classé de Saint-Léon-sur-Vézère, où on a décidé de situer notre explication au pied de l'église. D'ailleurs, au Moyen-Âge, pour implanter les églises, on venait avec son bâton sur le terrain, trouver l'est, et puis à partir de là, on commençait à dessiner les plans au sol à l'échelle 1. Alors les mesures médiévales sont inscrites sur le bâton. On a le pouce, la paume, la palme, l'empan, le pied, je ne mets pas mon pied là, et la coudée du coude majeur. Voilà, c'est les principales. Il y en a d'autres, il y a la toise. La toise, ça fait 6 pieds. Donc le pied, c'est à peu près 30 cm, donc 6 toises, ça va faire 1,80 m. On va pouvoir toiser du regard, regarder de haut. Le pouce est égal à 12 pieds. Le pouce, c'est à peu près 2,5 cm. Donc ça fait un pied à 30 cm. La paume, c'est autour de 7, 7,5. La palme, c'est 10-12 cm. L'empan, autour de 20. Le pied 30. La coudée, à peu près 50 cm. Entre 48 et 52 et quelques. Alors la base 12 est très importante. Depuis l'Antiquité, on y est à peu près. 12 pouces égale un pied. La corde à 13 nœuds, pareil, c'est 13 nœuds, mais l'important, c'est les 12 espaces égaux. Et c'est seulement... Il n'est pas étonnant que l'invention du système métrique suive de près la Révolution française et sa vocation universaliste. En effet, il existait tellement de mesures différentes d'une région à l'autre, d'une province à l'autre, que les étalons de ces mesures, de longueur, de poids, de capacité, devaient impérativement être présentés dans les halles et marchés sous la supervision d'un contrôleur officiel. Cela compliquait énormément les échanges commerciaux. Avec l'invention du système métrique, amenant avec lui le litre et le kilogramme, on bascule également dans un système décimal. Pourtant, le système ancien duodécimal avait son intérêt. Une certaine facilité de calcul parce que 12 est divisible par 2, 3, 4 et 6, alors que 10 est seulement divisible par 2 et 5. Mais si on fait un petit peu attention, on se rend compte que le système duodécimal a laissé plein de traces dans notre quotidien. Les 12 apôtres, les 12 mois de l'année, les 12 heures du cadran d'une montre, les 12 signes du zodiaque, etc. Même des expressions comme la douzaine ou 13 à la douzaine. Les Américains sont eux encore en pouces et en pieds. 12 pouces égale un pied. Pour définir le pouce, alors là, on ne sait pas trop. Il est défini comme étant composé de 12 lignes. On ne sait pas trop à quoi correspond une ligne. C'est peut-être des grains d'orge ou des céréales quelconques. Sinon, ça peut être aussi le pouce de l'architecte qui va bâtir l'ensemble. Le pouce du commanditaire, le seigneur, l'archevêque, qui va vouloir laisser sa marque. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses différentes. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On part du pouce. Le pouce multiplié par 12 va donner le pied. Et à partir de là, on va pouvoir définir les autres valeurs. Pour ça, on va utiliser le nombre d'or. Alors sans tomber dans le côté mystique, mais à chaque fois, entre la paume, la palme, l'empan, la coudée, on a 1,618. Par exemple. J'ai ma paume. On va dire un bout carré. On va prendre la moitié du côté. Venir chercher la distance entre cette moitié et l'angle opposé.
ramener cette distance au niveau du côté du carré et prolonger le trait. Et là, on vient de passer de la paume à la palme. Et on pourra faire ainsi de suite pour avoir les autres valeurs. Alors le nombre d'or, donc c'est en valeur 1,618. Ou pour les matheux, plus racine de 5 sur 2, c'est le carré qu'on vient de voir, c'est le calcul. Et donc, comme on a dit, si je récapitule, la paume multipliée par 1,618 donne la palme. La palme par 1,618 l'empan. L'empan par 1,618 le pied. Et le pied par 1,618 une coudée. Autre chose sympathique, une paume plus une palme égale un empan. Un empan plus une palme égale un pied. Et ainsi de suite. Le fait d'ajouter les deux dernières pour avoir la mesure suivante, c'est le principe qu'on retrouve un peu dans la suite de Fibonacci, où à chaque fois on ajoute les deux derniers, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, et ainsi de suite, 13, 21, 34, 55, 89, 144, et ainsi de suite. En divisant les deux derniers à chaque fois, 144 divisé par 89, vous pouvez essayer chez vous, vous tomberez à chaque fois sur un nombre très proche de 1,618, et en vous éloignant dans cette suite, vous serez toujours sur 1,618 constamment. Alors la corde à nœuds est un instrument de mesure et de géométrie composé de 13 nœuds et donc de 12 espaces égaux. N'importe quelle distance entre les nœuds, mais 12 espaces égaux, c'est le plus important. Avec ça, donc très facile de mesurer. Alors ici c'est un pied, donc on va pouvoir mesurer très facilement en pied. On peut, avec un clou, créer un cercle. Ça remplace le compas. Avec deux clous, on trace un trait droit. Ça remplace une règle. On peut apprendre à calculer. 1 plus 2, pour additionner, je descends, ça fait bien 3. Moins 1, je remonte. 3 moins 1, ça fait bien 2. Pour multiplier, c'est simple comme astuce, on va se rappeler de moult plier. Donc on va plier plusieurs fois, 2 fois 3. Je multiplie. Et ça fera bien 6 espaces. Pour diviser, l'inverse, on replie. 6 divisé par 2, en général, ça fait 3. Alors avec la corde, on va pouvoir aussi réaliser toutes les figures géométriques. Donc pour ça, on va relier tout ça. Et on va commencer, tiens ici, commencer par faire un joli carré. Un carré déformé d'ailleurs, c'est un losange. On peut faire aussi en figure simple un rectangle. Déformé, ça deviendra un parallélogramme. Un triangle isocèle. 2 en bas, 5 et 5 sur les côtés. On le retrouvera dans beaucoup de clochers d'église notamment. Un triangle équilatéral. On aura des angles de 60 degrés, 3 fois. On retient ça pour plus tard. Celui-là. Un triangle rectangle. Avec la particularité, si on rejoint le théorème de Pythagore, 3, 4 et 5. 3 fois 3, plus 4 fois 4, 9 plus 16 égale bien 5 fois 5, 25. On peut faire d'autres figures. On va reprendre le rectangle. Rectangle. On peut imaginer croisé. On se met à plat. Ouais. Et là, par exemple, on peut réaliser une jolie pyramide sans intervention extraterrestre. La classe. Un trapèze? Je sais. Bref, toutes les figures géométriques sont réalisables. Pour le cercle, je rappelle le clou et on trace. Que ce soit en plan ou en élévation, ou encore plus simple dans le civil ou le militaire, on convoque toujours les mêmes formes géométriques de base que l'on va multiplier et élaborer à l'envie.
Alors on va voir la différence de tracé entre un arc brisé et un arc plein cintre, correspondant à l'arc roman ou l'arc gothique. Là on peut imaginer une porte. On va prendre la moitié pour tracer l'arc plein cintre, parce que l'arc plein cintre c'est un demi-cercle. Et voilà un arc plein cintre, typiquement 12e siècle. À partir de la fin du 12e siècle, on va créer un autre type d'arc où on va prendre toute la longueur. L'arc brisé, correspondant plutôt donc fin 12e, 13e, 14e. Et puis on peut continuer encore un peu. Il y a d'autres arcs possibles. On est parti d'ici. Cette ligne-là est appelée la ligne de naissance. C'est là d'où partent les arcs. On peut imaginer partir d'un peu plus haut, un peu plus bas. Par exemple, si on part de plus bas, on va créer un arc surbaissé. Je le fais en pointillé. Si on part de plus haut, on va passer outre cette ligne. Donc on va créer un arc outrepassé. Il existe effectivement de nombreux types d'arcs qu'on va utiliser dans des conditions assez différentes. Par exemple, l'art roman, c'est vrai que ça évoque l'arc plein cintre en général. À partir de la fin de l'art roman, on commence déjà à trouver l'arc brisé, mais qui va devenir l'apanage du gothique. L'arc surbaissé, on le retrouve à peu près à toutes les époques, mais surtout en cave ou dans les ouvrages d'art. Quant à l'arc outrepassé, il évoque irrésistiblement l'Orient. Alors maintenant, on va vouloir calculer l'épaisseur du mur nécessaire pour résister à la pression de ces différents arcs. Parce que la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on est passé du 12e, 13e, de l'arc roman à l'arc gothique? Quel avantage représente cet arc? Et on va le calculer. Donc pour ça, j'ai ma corde à nœud. Donc on va former un triangle équilatéral. Ici. On a bien 3 angles de 60 degrés qu'on va venir donc poser ici en partant de là. Et donc on va identifier des points qui viennent couper les arcs. Voilà, c'est ce que je voulais avoir, ces points-là. Ensuite, on va utiliser la corde comme un compas. On va venir chercher ces longueurs-là et les rapporter par là. Donc on va faire un report de mesure. On vient chercher la bonne distance. Et pareil avec l'arc brisé. Et pour finir, on trace un trait droit qui va partir du point identifié ici, qui passe là et qui va venir couper les arcs. Ce point-là. Pareil pour l'arc bleu. Ça part là, ça passe ici et ça coupe l'arc ici. Conclusion, l'épaisseur du mur nécessaire pour résister à mon arc roman, c'est ça. Pour résister à l'arc gothique, c'est quasiment la moitié de moins. Donc des murs qu'on voit à l'époque romane qui vont faire 2 mètres, 2 mètres 20 d'épaisseur, feront à l'époque gothique 1 mètre 10, 1 mètre. Ça suffira pour résister à ces nouveaux arcs. Au-delà de ça, donc, ça va permettre une architecture plus élancée, plus fine, mais surtout une économie de pierre importante. 2 fois moins de pierre, 2 fois moins de mortier pour coller les pierres entre elles, 2 fois moins de travail, 2 fois moins de temps. Donc on va gagner énormément de temps et économiser finalement pas mal d'argent par rapport à la lourdeur des constructions romanes. Quand on pense architecture gothique, effectivement, on pense souvent à lumière et hauteur de plafond. C'est normal car
La symbolique est très importante dans l'architecture religieuse et la lumière représente Dieu, donc il faut beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière. Quant au fait de lever les yeux au plafond, c'est symboliquement élever son âme. En plus, au fur et à mesure du temps, avec la surenchère des arcs-boutants et les concours entre grandes villes pour avoir la plus haute cathédrale, on s'imagine que la hauteur était le but premier. Pourtant, ce n'est pas ça l'origine de l'arc brisé. En fait, lorsqu'il s'agit de construction, il faut penser que les gens de l'époque raisonnaient exactement comme nous et que tout est bien plus pragmatique que ce qu'on veut bien croire. L'économie d'argent reste le moteur premier. Si je fais exactement la même chose avec mon arc surbaissé, là, vous allez vite comprendre pourquoi on ne l'utilise que très rarement. Et pour finir, l'épaisseur du mur, elle est là quasiment. Donc c'est encore plus épais que l'époque romaine. Donc ces arcs brisés, en fait, on ne les utilisera pas en élévation. On va les privilégier pour tout ce qui est en cave, en sous-sol. Puisque en fait, là, après, si c'est une maison, c'est la terre. Donc c'est pas très grave. Mais dès qu'on est hors sol, on évite de le faire à tout prix. Donc avant de pouvoir construire ou tailler les pierres, il va falloir réaliser les tracés. Donc on appelle ça une épure. C'est un tracé au sol, échelle 1, grandeur nature. Alors, on va le faire en petit, mais par exemple on veut faire une porte ou les pierres d'une fenêtre. On va partir d'une ligne droite. On va faire un arc plein cintre. Et à partir de là, en partant du centre, on va tracer nos pierres. On va reprendre notre centre. Voilà un modèle de claveau qui doit avoir exactement cette forme-là, cet arrondi, cet angle-là, celui-là aussi, l'arrondi ici. On va poser une planche sur cette forme, on va découper la planche en suivant bien la forme, on appelle ça un gabarit. Et ensuite, une pierre. On va poser notre gabarit, qui est donc cette forme-là, sur la pierre et on va enlever tout ce qui dépasse. Et en mettant les pierres, après c'est toutes les mêmes à peu près. Donc en les mettant côte à côte, on va pouvoir construire la fenêtre ou la porte. Ces épures étaient d'habitude réalisées sur des planchers à l'échelle 1, mais il pouvait arriver qu'on en fasse sur des murs. Et heureusement, certaines d'entre elles ont été conservées, notamment dans certaines églises, cathédrales ou châteaux. On a parfois la chance d'en retrouver presque intactes. Ben voilà, on espère que ça vous a intéressé. Alors, on précise quand même que c'est une théorie qui n'est pas totalement approuvée par tous les experts. Donc, on vous a juste présenté une possibilité, mais il faut quand même admettre qu'elle tient pas mal la route et qu'elle a été expérimentée dans beaucoup d'endroits, notamment sur le chantier de Guédelon où on a travaillé tous les deux. Mais voilà, ça ne fait pas consensus. Allez, on espère que ça vous a plu. À la prochaine.